Rome, l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Un empire impitoyable régnant sur plus d'un quart de la population mondiale, qui s'est bâti sur la puissance militaire et une technologie révolutionnaire. Nous devons au savoir-faire des Romains en matière d'ingénierie certaines des réalisations architecturales les plus sophistiquées que le monde ait jamais connues. Ils avaient des bains chauds, des toilettes avec chasse d'eau et même des fenêtres à double vitrage. La technologie romaine était si avancée que selon certains, nous en dépendons toujours aujourd'hui. Est-ce la vérité? Quelle est notre dette envers les Romains? « 1946. Quelques semaines après les essais de la première bombe nucléaire sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, l'ingénieur français Louis Réard invente un nouveau maillot de bain qu'il baptise le bikini. Le monde l'accueille comme une innovation audacieuse et ce bout de tissu fait sensation. Rares sont ceux qui réalisent que les Romains avaient eu la même idée 2000 ans plus tôt. Le bikini est loin d'être un exemple isolé. De nombreuses technologies comme le béton armé, les clampes chirurgicaux ou les stades de sport ne sont pas des idées modernes. Les Romains nous ont devancés. Pour se rendre compte des prouesses de la technologie romaine, prenons l'exemple de New York. Une mégalopole tourbillonnante et débordant d'énergie avec des millions d'habitants. Comme dans toutes les villes du XXIe siècle, la vie des gens dépend de la technologie. Le chauffage central, le double vitrage, les salles de bain, de l'eau potable à tous les robinets, etc. La ville bénéficie d'un réseau routier performant, d'immeubles d'habitation, de stades de sport et de centres médicaux dernier cri. Pourtant, aucune de ces idées n'est contemporaine. Elles ont été développées par les Romains il y a près de 2 millénaires. À bien des égards, sans l'ingéniosité romaine, la vie moderne ne serait pas si moderne que ça. Rome, il y a environ 2000 ans. C'était le cœur de l'une des premières superpuissances du monde. Depuis cette cité antique, l'empereur régnait sur une civilisation qui, à son apogée pendant le 1er siècle de notre ère, s'est étendue de l'Écosse actuelle au nord jusqu'à l'Égypte au sud. L'Empire romain a dominé l'Europe pendant plus de 500 ans, de 31 avant Jésus-Christ jusqu'à sa chute, en 476 de notre ère. Mais pour que Rome et son empire survivent, les Romains ont dû résoudre de nombreux problèmes techniques semblables à ceux des villes modernes. Ce faisant, ils ont posé les fondations de l'avenir de l'Occident. Imaginez, vous êtes assis dans un immense stade entouré de milliers de spectateurs acclamant leurs joueurs favoris. Pour un supporter, c'est un combat à la vie à la mort. On pourrait être devant un match de football ou de baseball, mais dans le Colisée de Rome, l'ambiance était autrefois à peu près la même. La différence était que le terme « mort subite » était à prendre au pied de la lettre. L'archéologue Janet Delane est une spécialiste des bâtiments romains. Selon moi, pour comprendre ce que ressentaient les Romains en assistant à des spectacles dans le Colisée, il faut aller à un match de baseball. Avec le vacarme, les cris, la frénésie. La seule différence à l'époque, ce devait être l'odeur, car il y avait du vrai sang. Et c'est ici, à Rome, en 80 après Jésus-Christ, que le sang coulait à flot. Revenons à l'époque de l'inauguration du Colisée. C'était un majestueux édifice sur 4 niveaux. Les Romains ne faisaient pas les choses à moitié. Avec 189 mètres de long et 155 de large, il aurait pu accueillir 4 gros avions. Et ces gradins étaient prévus pour 50 000 spectateurs. Le Colisée est le plus grand amphithéâtre romain. Si on en construisait un encore plus grand, les spectateurs du dernier rang ne verraient plus rien, car à l'époque, il n'y avait pas de jumelles. Il est aussi immense que possible pour que toutes les places offrent une bonne vue. Même selon des critères actuels, c'est un projet gigantesque.
Le chantier a duré environ 9 ans, fait travailler des milliers d'ouvriers et utilisé 100 000 tonnes de calcaire et 300 tonnes de fer pour les fixations. Les murs internes et externes sont en pierre, mais une partie de sa force structurelle vient du type de béton le plus avancé de l'époque. Les Romains n'ont pas inventé le béton. Ils ont emprunté cette idée, comme beaucoup d'autres, à une civilisation qu'ils avaient conquise, en l'occurrence celle des Étrusques, qui mélangeaient déjà la chaux, l'eau, le sable et le gravier pour en faire un mortier de chaux. C'est un mélange efficace mais peu résistant. Il a tendance à s'effriter avec l'âge. Les scientifiques romains ont surmonté cet obstacle avec un tout nouvel ingrédient qui rendait le béton plus solide. Un ingrédient qui était fabriqué dans les entrailles d'un volcan. Cet élément miracle était la pozzolana, des cendres volcaniques ramassées sur les versants du Vésuve dans le sud de l'Italie. La pozzolana est une mixture de silice, d'aluminium et d'oxyde de fer concoctée dans la fournaise d'un volcan. Sa silice est dite amorphe, ce qui signifie que les liaisons chimiques entre ces atomes sont moins solides. Le sable est lui aussi constitué de silice, mais celle-ci est cristalline car ces atomes sont plus densément organisés dans une structure qui les empêche de réagir à d'autres éléments chimiques. Les atomes de silice plus instables de la pozzolana se combinent plus facilement avec les autres ingrédients du béton. Ajouter de la pozzolana au mortier de chaux crée une liaison entre les molécules de calcium. Le génie technique des Romains a donc inventé un mélange polyvalent si avancé qu'il pouvait même prendre sous l'eau. Les Romains ont baptisé leur produit miracle le cementum, qui donnera le terme ciment. Encore mieux, en complétant le mélange avec des agrégats de pierre, ils ont mis au point un béton solide et adaptable. Pour Janet Delane, cette avancée technique a révolutionné l'architecture. Le mortier fait à partir de ce sable volcanique peut développer une force 5 à 8 fois plus importante que le mortier employé jusqu'alors. Cela signifie que le mortier romain ressemble beaucoup au mortier moderne utilisé dans le béton. Les ingénieurs romains ont eu recours au béton pour bâtir les gradins et assurer la stabilité de l'édifice. Des fondations de 12 mètres de profondeur en ciment et en pierre soutenaient la structure massive du Colisée. L'immense zone ovale réservée aux spectateurs reposait sur un réseau de couloirs en étoile et concentriques recouverts de voûtes en berceau faites en béton. Les voûtes en berceau se succèdent pour former des séries d'arcades qui soutiennent les différents étages de la superstructure. Le motif de la voûte est un élément central de l'architecture romaine. Son secret est sa capacité à supporter des charges verticales, notamment grâce à ce que les ingénieurs appellent la compression axiale. Le poids est transféré horizontalement de chaque côté de la voûte. Tout repose sur la clé de voûte au sommet de l'arc qui répercute la charge latéralement vers les piliers. Dans le Colisée, ce principe crée une structure en nid d'abeille, un vrai dédale de voûtes, de couloirs et de passages. Des milliers d'amateurs de sensations fortes pouvaient affluer dans l'amphithéâtre en passant par l'une des 76 entrées, un système qui s'apparente à celui des stades modernes. Chacun avait un jeton appelé tessera qui portait un numéro indiquant l'endroit où il pouvait s'asseoir. Le système de circulation de la foule était si efficace qu'on pouvait évacuer le Colisée en environ 5 minutes. Un labyrinthe de tunnels et de cages sous le sol en bois de l'arène abritait des centaines, voire des milliers d'animaux sauvages et des gladiateurs prêts à se battre à mort. L'arène était parfois remplie d'eau pour la tenue de fausses batailles navales, même si cette pratique a cessé car l'eau endommageait les fondations. Les combats pouvaient durer des heures, et avec des températures dépassant souvent 37 degrés, les coups de chaleur étaient un sérieux problème. Les ingénieurs ont donc imaginé une solution innovante, un auvent qui pouvait être tiré pour abriter le stade. Il ne reste que quelques fragments de ces toiles et personne ne sait exactement sur quel principe elles fonctionnaient.
Selon une théorie, des marins utilisaient des cordes pour déployer une série de stores appelés vélarium au-dessus des spectateurs. Pour recouvrir le Colisée, on estime qu'il fallait 24 tonnes de tissu et de cordes. Le développement du béton a radicalement transformé l'architecture et c'est l'une des avancées technologiques les plus significatives que les Romains ont léguées au monde. Ils avaient la capacité de construire à grande échelle avec une rapidité qui nous semble aujourd'hui inimaginable et en déployant des trésors d'imagination. Ils ont mis au point un matériau comme le béton et l'ont perfectionné en permanence pour aboutir finalement au Panthéon. En effet, l'ingénierie romaine est parvenue à se surpasser avec son tour de force, le Panthéon. Pour certains experts, c'est même le plus important bâtiment que le monde ait jamais connu. La technologie a transformé le mortier de chaux en béton résistant et durable. Cela a révolutionné l'architecture. Après avoir inventé ce nouveau béton, les Romains ont réalisé des exploits d'ingéniosité inégalés à ce jour. L'un des exemples de leur savoir-faire en avance sur son temps se trouve au milieu des ruelles romaines. Pour l'architecte Mark Wilson Jones, c'est l'un des plus grands monuments de l'histoire. Voici le Panthéon, un édifice vraiment exceptionnel. Nous y voilà. Quel spectacle! Construit en 118 après Jésus-Christ, c'est un temple à la gloire de divinité aujourd'hui oublié, mais qui impressionne toujours autant les visiteurs. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti la même chose qu'aujourd'hui. On est envahi par la joie en présence d'un tel chef-d'œuvre. Quand les architectes de l'empereur Hadrien ont dessiné les plans d'un nouveau temple pour les 12 dieux principaux du Panthéon romain, ils ont dû imaginer un édifice à la hauteur. Ils ont opté pour un immense dôme de 42 mètres de diamètre. Aujourd'hui, ces dimensions peuvent sembler relativement modestes, mais au IIe siècle, c'était un projet pharaonique. Un dôme massif, fait exclusivement en béton romain, serait trop lourd pour être autoportant. Il fallait un matériau suffisamment léger et résistant pour recouvrir cette grande rotonde. Le poids d'un dôme aussi grand pousse constamment vers l'extérieur et vers la base. Les ingénieurs ont construit des murs porteurs de 6 mètres d'épaisseur pour servir de soutien et de contrefort au dôme et stabiliser la structure. Ensuite vient le dôme lui-même. Une équipe de charpentiers a construit la charpente en bois. Les maçons l'ont ensuite recouverte de béton qu'ils ont superposé en spirale depuis la base. Mais s'ils utilisaient du béton ordinaire, tout risquait de s'effondrer dès que l'échafaudage en bois serait retiré. Pour un dôme, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il est relativement fragile au sommet. Il faut donc l'alléger. Grâce à leur savoir en matière d'ingénierie, les maçons romains ont trouvé la parade. Ils ont utilisé des pierres de plus en plus légères pour les différents étages de béton pour réduire le poids vers le haut. Il faut un matériau le plus léger possible au sommet et le plus solide et le plus lourd en bas. Ils ont soigneusement délimité différentes sections, plus légères en haut et plus lourdes en bas. Pour assurer la solidité de la base, ils ont ajouté au mélange de gros morceaux de basalte. Au milieu, des petits cailloux. En haut, de la ponce, une pierre volcanique poreuse. Et pour finir au sommet, ils ont laissé une ouverture de 9 mètres, appelée oculus. Cela permet à la fois d'éviter une lourde charge à l'endroit le plus vulnérable du dôme et de laisser entrer la lumière à l'intérieur du Panthéon. L'architecture du bâtiment est d'une précision sans faille. Une sphère, basée sur la courbure du dôme, tiendrait presque parfaitement dans la structure carrée. Le Panthéon reste l'un des plus beaux monuments du passé.
Ce n'est que 13 siècles plus tard qu'on a construit un autre dôme de cette taille avec la coupole du Duomo de Florence en 1420. Même presque 2000 ans après sa construction, le Panthéon reste le plus grand dôme sphérique en béton non renforcé jamais bâti. Son profil unique influence encore des architectes du monde entier. Regardez ces deux bâtiments. L'un d'eux a 2000 ans et l'autre est la Cour suprême de l'État de New York. Le Panthéon est celui de gauche. Au XXIe siècle, près de 50% de la population mondiale vit dans des villes et des zones urbaines. Mais ce style de vie n'est pas une invention exclusivement moderne. Encore une fois, les Romains nous ont ouvert la voie. La Rome de l'Antiquité était une cité extrêmement moderne, avec des édifices imposants, des appartements et une infrastructure très élaborée pour assurer son bon fonctionnement. L'ampleur de son architecture impressionne l'archéologue Janet Delane. Ce qui frappe avec le monde romain, c'est son gigantisme. Une cité comme Rome comptait 1 million d'habitants. On ne retrouve pas de ville aussi peuplée avant le XVIIIe ou XIXe siècle, du moins en Occident. Quand les Romains bâtissaient une nouvelle cité, ils l'organisaient selon un plan en damier avec des voies principales et secondaires. C'est exactement l'urbanisme des cités modernes, comme par exemple Manhattan, dont le plan a été organisé délibérément quand la ville a été fondée à partir de rien. New York est connu pour ses buildings et ses tours d'appartements, mais l'idée du gratte-ciel n'est pas nouvelle. Les ruines d'Ostie, une banlieue où vivaient bon nombre des habitants de Rome, montrent comment les architectes romains ont été les premiers à résoudre un problème auquel tous les urbanistes sont confrontés aujourd'hui, la pénurie d'espace. Les cités romaines étaient souvent bâties à l'intérieur de murailles défensives, limitant la surface disponible pour les constructions. Comme dans les villes actuelles, seule l'expansion vers le ciel était alors possible. Très tôt dans l'histoire romaine, il y a eu des immeubles d'habitation de plusieurs étages. La technique s'est développée et on a eu des bâtiments de 2, 3, 4 ou 5 étages. L'un des plus célèbres, qui n'existe plus, en avait apparemment 8. Encore une fois, le matériau clé était le béton. Les architectes construisaient des murs porteurs très solides recouverts de briques et de carreaux. Cette technique leur permettait d'édifier un bâtiment de près de 25 mètres de haut. Pour garantir la rigidité de la structure, les fondations étaient également en béton. Certaines fondations avaient peut-être 3 ou 3,50 mètres de profondeur. C'était donc des structures très solides. Mais contrairement à aujourd'hui, où tout le monde veut l'appartement avec terrasse tout en haut, à l'époque romaine, c'était le contraire. Les citoyens plus riches vivaient au rez-de-chaussée. Comme les étages étaient construits en bois, ils étaient les premiers détruits en cas d'incendie. Voilà pourquoi aujourd'hui, seuls les 2 premiers niveaux subsistent. Non seulement ces immeubles avaient plusieurs étages, mais en plus, l'aménagement intérieur n'avait rien à envier à ceux d'aujourd'hui. Les plus luxueux comprenaient une cuisine, un salon et des toilettes. Rome et sa vie urbaine ont connu le même type de révolution que nous, au milieu du XXe siècle, avec l'apparition des équipements modernes. Ce qui impressionne particulièrement Janet Delane, c'est que depuis Ostie, en 2000 ans, le mode de vie a très peu évolué. Ça en dit long sur la nature humaine, qu'on puisse partir de la Rome antique avec ses appartements et sa vie urbaine très active, pour finir avec New York, où on reproduit plus ou moins la même chose, mais à plus grande échelle.
Pour les Occidentaux, le confort est synonyme de salle de bain ultramoderne et de télévision satellite. Pour les Romains, c'était plutôt un élément auquel nous ne faisons même plus attention, les fenêtres vitrées. L'invention romaine que je préfère est sans doute les vitres. Elle n'a été possible qu'avec la maîtrise du soufflage du verre qui est arrivée au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains ont donc inventé le verre à vitre avant de l'emmener encore plus loin technologiquement. Si on a un vitrage simple, la chaleur s'en va alors que la lumière rentre. Les Romains ont donc mis au point le double vitrage. Depuis les années 1970, les fenêtres à double vitrage sont la norme dans les maisons modernes. Mais à Ostie, on a la preuve que les Romains les ont testées avant nous. Les menuisiers construisaient un châssis avec 2 rainures séparées d'environ 1 cm pour y insérer les 2 vitres. Cette nouvelle technologie d'isolation et d'éclairage des intérieurs était particulièrement importante pour un autre aspect de la vie à la romaine, les thermes. Depuis peu, les clubs de sport et les spas sont très en vogue, mais encore une fois, les Romains nous ont devancés. La propreté et les bains étaient une obsession pour les Romains, qui fréquentaient des établissements confortables équipés de systèmes de chauffage encore utilisés aujourd'hui. La plupart des thermes romains sont aujourd'hui en ruine. Mais dans la vieille ville de Bath, dans l'ouest de l'Angleterre, il en reste un exemplaire qui fonctionne toujours parfaitement grâce à la technologie romaine. En 76 après Jésus-Christ, les Romains ont construit des thermes autour d'une source naturelle qui produit plus de 900 000 litres d'eau chaude par jour. De nombreux bâtiments autour des thermes sont victoriens et datent de la toute fin du XIXe siècle. Mais les bains eux-mêmes et leur installation de plomberie sont bien romains et toujours opérationnels après 2000 ans. Le mot plomberie vient d'ailleurs du latin plumbus, le plomb. Les techniciens romains ont découvert une méthode de fabrication de tuyaux en martelant des plaques de plomb autour de formes cylindriques en bois. Jusqu'à ce qu'on cesse leur utilisation pour raisons sanitaires, à la fin du XXe siècle, les tuyaux en plomb servaient toujours un peu partout pour les conduites d'eau. Le goût des Romains pour le confort leur a donné une autre innovation technologique d'importance dans leurs terres. Le chauffage par le sol. Les dalles du sol étaient posées sur des empilements de briques d'argile hauts d'1,20 m appelés hypocaustes. Des foyers placés à des endroits précis envoyaient de l'air chaud qui se propageait dans le sol et les hypocaustes. La fumée était évacuée par des bouches d'aération placées dans les murs. Après les Romains, ce système de chauffage a disparu jusqu'à son grand retour au XXe siècle. Les thermes avaient un autre équipement qui nous est familier. Les toilettes. J'entre dans l'une des toilettes publiques d'Ostie et comme beaucoup d'autres choses dans le monde romain, on y constate une grande prévoyance. Ici, les toilettes publiques ont été installées juste à côté des thermes. Et c'est une brillante idée, car ils pouvaient utiliser les eaux usées des bains pour leur système de chasse d'eau. En revanche, les Romains ne partageaient pas notre vision de la pudeur et de l'intimité. Hommes et femmes fréquentaient les toilettes en même temps, côte à côte, sans aucune séparation. Mais la propreté était de mise. Bien qu'ils ne disposaient pas de papier toilette, ils pouvaient s'essuyer avec une éponge mouillée au bout d'un bâton. Un détail reste mystérieux. Chacun venait-il avec sa propre éponge ou partageait-il celle de ses voisins ? Toutes ces nouvelles technologies reposaient sur un élément essentiel. Et qu'on vive au 1er ou au 21e siècle, il est impossible de s'en passer. L'eau. Les villes modernes en consomment des milliards de litres par jour. À l'époque des Romains, la demande croissante en eau leur a inspiré leurs plus grands exploits technologiques. Toutes les villes modernes sont gourmandes en eau, et quand la population new-yorkaise est passée à 6 millions au milieu du 19e siècle, ses besoins ont explosé.
Par chance, la ville était entourée de sources et de réservoirs. Il ne lui manquait plus qu'un moyen simple et efficace pour acheminer l'eau jusqu'aux habitants. Heureusement pour New York, les Romains avaient résolu le problème près de 2000 ans plus tôt. À son apogée, la cité de Rome avait besoin d'eau pour 1 million de personnes, alors que toutes les sources étaient situées à plus de 20 km de distance. Il fallait trouver comment conduire l'eau des sources jusqu'aux collines de la capitale impériale. La solution était d'exploiter la gravité. En 97 après Jésus-Christ, 9 aqueducs apportaient chaque jour près de 950 millions de litres d'eau depuis les sources dans les montagnes. Peter Ecker étudie l'importance du transport de l'eau à Rome. Ce qui différenciait les Romains des peuples et des cultures qui les avaient précédés, c'est leur capacité à fournir de grands volumes d'eau à leur cité et d'articuler la vie urbaine autour des aqueducs. Il nous explique le fonctionnement du système avec une simple maquette. Nous avons ici une maquette pour démontrer le principe simple, mais précis, d'un aqueduc romain. L'eau circule à l'intérieur grâce à la seule gravité. Le point de départ, la source, doit être plus élevé que l'arrivée, la ville. Il faut un plan incliné constant sur tout le trajet. L'eau entre à un bout de l'aqueduc. Elle est attirée vers la ville par la gravité. Dans l'un des aqueducs, l'eau était transportée sur une distance de 50 km, alors que la différence d'élévation entre les points d'arrivée et de départ n'était que de 12 mètres. L'inclinaison ne dépassait pas 0,5%. La majeure partie de l'eau passait par des tunnels et des chenaux. Mais quand les Romains rencontraient un obstacle ou que le relief variait, ils construisaient des sections surélevées pour maintenir le bon angle d'inclinaison et permettre à l'eau de couler librement. Ce que je trouve le plus impressionnant dans un aqueduc, c'est la partie visible, celle qui repose sur des arches. Seuls 47 des 420 km des aqueducs romains sont aériens. Les arches sont un mélange de béton, de pierre et de revêtements en briques. En utilisant cette technique de construction, les Romains ont pu enjamber d'immenses vallées et des fleuves. En France, le pont du Gard a été édifié vers 19 avant Jésus-Christ. Il mesure 273 mètres de long et s'élève à 49 mètres au-dessus du lit du Gard. Sa construction a mis en œuvre 50 400 tonnes de béton et de pierre. Et sur toute la longueur de sa travée, il ne baisse que d'environ 1 cm. Dans les aqueducs romains, l'eau ne coule pas dans un chenal à ciel ouvert, mais dans un canal couvert, ce qui préserve sa pureté. Leurs vestiges apparaissent toujours dans des coupes transversales des ruines. Grâce à cet ingénieux système, les aqueducs romains fournissaient assez d'eau pour remplir chaque jour l'équivalent de 450 piscines olympiques. La première destination était les fontaines installées dans les rues. C'était la priorité. Les gens devaient avoir un accès facile à l'eau. Aujourd'hui, les 8 millions de New-Yorkais ont besoin de 3,8 milliards de litres d'eau par jour. L'intelligence de la technologie romaine ne fait aucun doute quand on sait que 95% de l'eau de New York est acheminée par des aqueducs qui fonctionnent toujours sur des principes mis au point par les Romains. Premièrement, l'eau de New York est puisée dans des sources très éloignées. Deuxièmement, elle est acheminée par la force de la gravité jusqu'à Manhattan, sur un plan incliné. Troisièmement, pour entrer dans Manhattan, il a fallu franchir le fleuve Harlem, ce qui a nécessité la construction d'un grand pont. À Rome comme à New York, la plupart des aqueducs sont souterrains. Sous la capitale italienne d'aujourd'hui, on peut toujours visiter des portions d'un aqueduc romain d'autrefois. Bâti en 19 après Jésus-Christ, l'Aqua Virgo capte l'eau des sources de Salone pour la conduire jusqu'au centre de Rome, 21 km plus loin.
L'aqueduc est principalement souterrain et à certains endroits, il est même à 43 mètres sous la surface. Le tunnel fait en moyenne 1,20 m de large pour un débit de 1200 litres par seconde. Je vous déconseille cet endroit si vous êtes claustrophobe. L'aqueduc alimente directement les thermes d'Agrippa et a desservi Rome pendant plus de 4 siècles. Bien que des sections de l'aqueduc soient aujourd'hui désaffectées, de l'eau de pluie coule toujours dans le canal. Il faut imaginer un canal rempli de l'eau la plus pure et la plus froide que les Romains connaissaient. Elle était connue pour sa clarté et il y en avait plus d'1 mètre dans ce canal. L'aqueduc est creusé dans la roche où la terre et les murs sont tapissés de ciment. Peter Ecker constate l'attention portée aux moindres détails par les ingénieurs romains. Ce n'est pas grave que le haut soit brut, car l'eau ne montait pas si haut, et ils se souciaient peu des risques de friction. En revanche, en bas, la surface est plus lisse et plus régulière. Ils ont placé un mortier spécial sur la partie de l'aqueduc où l'eau passait pour réduire la friction et faciliter l'écoulement. Une portion d'aqueduc romain encore en fonctionnement alimente l'une des principales attractions touristiques de la ville, la fameuse fontaine de Trévi. L'eau qui surgit dans la fontaine vient du système installé pour les empereurs d'autrefois. Dans l'Antiquité, le système sanitaire créé par les ingénieurs romains a réduit les risques de maladies, même s'ils ne connaissaient pas encore le concept de la contamination par l'eau. En revanche, les Romains étaient conscients de l'importance de la médecine. Rome pouvait se targuer d'un secteur médical très développé avec des techniques que nous connaissons bien comme l'anesthésie et même la chirurgie esthétique. C'est vendredi soir à New York et les services d'urgence ne chôment pas. Les médecins disposent de salles d'opération high-tech et d'une pharmacopée moderne. Pourtant, bon nombre des idées et des techniques qu'ils utilisent sont un héritage de leurs homologues romains. Conservateur des collections romano-britanniques du British Museum de Londres, Ralph Jackson est spécialiste de la chirurgie romaine. Ce qui m'impressionne le plus dans la médecine romaine, c'est qu'ils ont obtenu d'excellents résultats, alors que les obstacles étaient immenses. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas savoir et pourtant ils faisaient des miracles. Comme la médecine moderne, son ancêtre romaine était divisée en différentes spécialités, avec notamment des pharmaciens, des généralistes et des chirurgiens. Il y avait même des anesthésistes qui avaient recours à l'opium, la jusquiame ou la mandragore extraite de fleurs ou de racines. Les Romains ne pouvaient pas le savoir, mais la jusquiame et la mandragore sont des alcaloïdes psychoactifs appelés atropines. Ces alcaloïdes anesthésient en bloquant les impulsions nerveuses dans le cerveau et les jonctions neuromusculaires. Cette propriété a conduit à la découverte et à la synthèse d'un composé encore plus puissant, la novocaïne, largement utilisée pour soulager la douleur. Ils ignoraient quels en étaient les composants, mais avaient constaté que ça marchait. Vous en buviez un peu et ça suffisait à vous endormir. Leur compréhension de l'anesthésie avait beau être limitée, leur capacité à concevoir et à fabriquer des instruments chirurgicaux, elle, ne l'était pas. Les instruments d'aujourd'hui sont les descendants directs de ceux des Romains. Et c'est même parfois étrange de voir à quel point ils se ressemblent. Pour prouver cette parenté à travers les siècles, Ralph Jackson montre la réplique d'une panoplie chirurgicale romaine à David Rosin, de l'hôpital Sainte-Mary de Londres. À quoi pensez-vous quand vous voyez ces instruments? Je me dis d'abord que c'est une panoplie très complète. Ceci est visiblement une sorte de scalpel. Plus tard, ça a donné la lancette, la lame utilisée pour les saigner. Mais la différence est très mince. En comparant les instruments d'hier et d'aujourd'hui, David Rosin est frappé par leurs points communs. Je peux me tromper, mais je dirais que c'est un écarteur pour dégager les chairs. Il a 2 extrémités. Si c'est bien ça, il n'y a pas de grande différence avec un écarteur moderne qui maintient une plaie ouverte. Et un instrument romain en particulier semble la copie conforme de son équivalent moderne.
C'est un écarteur plus petit, semblable à l'autre. Il est intéressant de noter qu'on a deux extrémités différentes. Ici, c'est ce qu'on appelle un écarteur à griffes. Regardez ça, ça a très peu évolué. C'est pratiquement le même. C'est incroyable. Oui. À l'évidence, les trousses de chirurgiens, même à 2 millénaires d'intervalle, sont sensiblement identiques jusque dans leurs moindres détails. Je n'en reviens pas, il n'y a pratiquement aucune différence. Quand on pense qu'il y a 2000 ans d'écart, c'est vraiment incroyable. Les Romains utilisaient ces instruments sophistiqués pour réaliser des interventions chirurgicales que nous considérons comme propres à notre 21e siècle, comme les opérations de la cataracte, la neurochirurgie ou l'ablation de varices. Ils pratiquaient même de la chirurgie esthétique. Les Romains faisaient un certain nombre d'opérations que nous considérons à visée cosmétique. Quand les gens vieillissent, leurs paupières se relèvent moins bien. La partie supérieure tend à s'avachir. Une petite section de peau était enlevée à cet endroit, avant quelques points de suture discrets. C'était bien de la chirurgie esthétique. La fameuse césarienne n'était pas pratiquée à Rome. Pour extraire le nouveau-né de sa mère mourante, la procédure était plus rudimentaire. La légende voulant que la césarienne ait un rapport avec Jules César et soit une invention romaine ne repose sur rien. La césarienne n'était pas pratiquée dans l'Antiquité, car ils savaient très bien qu'en utilisant cette technique, ils auraient tué la mère. Le talent des Romains pour soigner et sauver des vies n'a qu'un seul équivalent, leur capacité à tuer leurs ennemis. Pour protéger l'Empire, Rome entretenait l'armée la plus disciplinée et la plus redoutable que le monde ait jamais connue. Et pour améliorer encore l'efficacité de la machine de guerre impériale, elle était équipée de l'arsenal le plus avancé. Au XXIe siècle, la police et l'armée utilisent la technologie dernier cri. Des vêtements pare balles et des boucliers anti-émeutes protègent les forces de l'ordre et l'artillerie moderne peut envoyer des obus sur l'ennemi à des kilomètres de distance. La technologie du XXIe siècle est en fait directement inspirée des innovations militaires de la Rome antique. L'historienne Kate Gilliver étudie comment l'armée romaine a conquis la moitié du monde connu. C'était la première armée avec les soldats de métier. L'organisation des Romains, leur professionnalisme et leur équipement leur donnaient un avantage de taille. Il y a 2000 ans, la Légion romaine était la mieux équipée du monde. Tandis que les architectes avaient perfectionné l'art de façonner la pierre et le béton, les ingénieurs militaires savaient travailler les métaux et le bois pour en faire des armes de guerre meurtrières. L'arme de prédilection des légionnaires romains était un glaive appelé gladius. À double tranchant, cette petite épée de 45 cm avait un bout pointu. Elle servait à poignarder et à donner des coups vers l'avant, plutôt que de haut en bas. Mais si le glaive pouvait être mortel au corps à corps, le javelot des légionnaires appelé pilum tuait à distance. Il pouvait être lancé avec une précision fatale à environ 30 mètres. Le pilum était conçu pour tuer, pour embrocher l'ennemi en perforant son armure et son bouclier. Le pilum avait une hampe en bois d'1,80 m terminée par un fer de 60 cm. La pointe était triangulaire, ce qui la rendait difficile à enlever une fois qu'elle était plantée dans l'ennemi. L'inconvénient de ce type de javelot, c'est que l'ennemi risquait de le ramasser et de le renvoyer. Mais les experts militaires romains employaient les dernières technologies de travail du fer pour protéger leurs hommes. La pointe triangulaire en fer était trempée par des chauffages successifs, suivis de refroidissements rapides pour le rendre dur et solide. En revanche, le reste du fer de 60 cm n'était pas trempé, d'où une moindre résistance. Quand le pilum touchait un bouclier, sa pointe le pénétrait, mais comme le fer se tordait, l'ennemi ne pouvait pas le réutiliser contre les Romains. Protéger les légionnaires des blessures était tout aussi important que les armer pour attaquer.
Les premiers légionnaires portaient des cottes de mailles appelées lorica amata. Des rangées verticales d'anneaux en fer ou de bronze entrelacés étaient reliés par d'autres chaînes horizontales tenues par des rivets. La lorica amata avait des points faibles, notamment son poids d'environ 15 kg. Une flèche ennemie pouvait aussi rentrer entre les anneaux et blesser le légionnaire. Ben Gill, expert en armes du passé, étudie l'arsenal romain. La flèche détruit les anneaux et parvient à traverser. Les armuriers romains ont alors inventé une protection bien supérieure, une armure à écailles appelée lorica segmentata, composée de bandes de fer superposées et articulées reliées par des lanières en cuir. Elle était aussi flexible que la cotte de maille, mais un tiers plus légère. Les protections des joueurs de football américains obéissent au même principe. Les sections segmentées sur les épaules et le thorax donnent une grande liberté de mouvement, mais dispersent l'impact d'un choc important vers le reste du corps. La lorica segmentata était conçue pour résister à une flèche ennemie. Elle est entrée, mais seulement jusque-là. La flèche laissait un trou, mais le légionnaire ne souffrait d'aucune blessure grave. Et si leur équipement nous évoque des parallèles modernes, il en est de même pour leur tactique. Certaines sont même reproduites aujourd'hui dans les rues de New York. 31 janvier 2002. Face à une manifestation contre l'Organisation mondiale du commerce, la police new-yorkaise se défend avec des cuirasses et des protections ultramodernes. Mais son maniement du bouclier ressemble comme deux gouttes d'eau à une stratégie vieille de 2000 ans. Les légions romaines savaient exactement comment combattre un adversaire lourdement armé. Elles utilisaient la tactique du testudo, la tortue en latin. Les légionnaires se regroupaient et formaient une carapace protectrice en emboîtant leurs boucliers. Cette formation était aussi efficace en attaque qu'en défense. Les soldats utilisaient un grand bouclier concave fait en un autre matériau qui nous semble très moderne, le contreplaqué. Le contreplaqué est très facile à fabriquer. Il suffit de coller ensemble quelques épaisseurs de bois en tournant le sens de la fibre à 90 degrés à chaque nouvelle couche. Cela fournit une protection à la fois solide et flexible. Voilà comment ils fabriquaient ces boucliers bombés. En laminant les épaisseurs successives à 90 degrés, on donne de la solidité au bouclier. Si on laisse tomber une bille sur une mince feuille de bois, elle se casse. Si on superpose deux feuilles avec la fibre dans la même direction, le résultat est le même. Mais si on entrecroise les couches, la bille rebondit. Mais les fantassins n'étaient pas les seuls à bénéficier d'un équipement dernier cri. Rome pouvait aussi sortir l'artillerie lourde. L'une des choses qui m'impressionne le plus dans le génie militaire romain, c'est l'artillerie. Il n'en reste que de rares exemples, mais les Romains ont laissé des modes d'emploi précis pour les reproduire. Ben Gill est membre de l'Ermine Street Guard, le plus grand groupe de reconstitution romaine de Grande-Bretagne. Selon lui, ces expériences nous aident à mieux comprendre la technologie romaine. Avant qu'on ne fasse des reconstitutions, on ignorait tout du fonctionnement de ces armes. Connaître le mode d'emploi ne nous dit pas forcément comment on s'en servait. D'où l'importance de l'archéologie expérimentale. Voici un scorpion. Capable d'envoyer des flèches terminées par des pointes en fer, il était utilisé pendant les premières phases d'une attaque et les sièges. Le projectile transperçait une armure et tuait instantanément. C'est une sorte d'arbalète géante avec des bras de flexion latéraux qu'on tirait vers l'arrière pour accumuler l'énergie dans deux écheveaux verticaux faits en corde et en tendons.
Une fois la corde relâchée, le Scorpion pouvait décocher une flèche à 360 mètres à une vitesse incroyable. Voici la flèche que je place ici. Quand je le relâche, vous voyez que le cadre en bois en dessous est lui aussi projeté vers l'avant. C'est la même chose qu'avec le canon d'un fusil, qui maintient le projectile dans la bonne direction quand il est éjecté de l'arme. Vous pouvez constater que c'est parfaitement maniable. Je vise ma cible, et quand je suis prêt, je tire. Le Scorpion était une arme d'une efficacité mortelle. Ces armes provoquaient des blessures très graves. On a retrouvé les squelettes de Britanniques, sans doute tués par les Romains au moment de leur invasion. Il y en avait un avec une pointe de flèche dans la moelle épinière. Un autre a été touché à la tête par un tir de catapulte. Son crâne a été transpercé ici. Il est sans doute mort sur le coup. Même si c'était une arme efficace pour viser une cible individuelle, le Scorpion n'était pas d'une grande utilité pour attaquer un bâtiment. Pour cela, les Romains avaient besoin de plus de force brute, avec l'onagre et la baliste. Les catapultes étaient les engins les plus destructeurs de l'arsenal romain. Ces pièces d'artillerie lançaient des blocs de pierre sur l'ennemi. Pendant les sièges, les projectiles étaient lancés si haut dans les airs qu'ils pouvaient faire tomber les murailles ennemies. Le sifflement des pluies de pierres semait la terreur dans le camp adverse. Pour être encore plus effrayantes, elles étaient peintes en noir et donc plus difficiles à repérer. C'était une arme très efficace physiquement, mais aussi sur le plan psychologique. Les ennemis des Romains en avaient très peur. La baliste fonctionnait comme le Scorpion, mais elle était plus grande et plus puissante. Elle pouvait lancer une pierre de 27 kg ou des lances de près d'1 mètre à environ 450 mètres de distance, ce qui permettait aux artilleurs de rester hors de portée des archers ennemis. La vitesse de leurs missiles était phénoménale. Ils s'abattaient sur leur cible à environ 185 km/h. Pour la victime, la mort était immédiate. Le principe de l'onagre était différent. Il catapultait les pierres de la taille d'un ballon de basket pesant jusqu'à 23 kg sur 300 mètres à l'aide d'un bras simple et d'une courroie. Le bras vertical devait sa puissance à un écheveau horizontal de corde qui était enroulé en tension pour créer une force de rotation. L'écheveau agissait comme un ressort qui emmagasinait l'énergie puis la libérait d'un coup. La puissance de la catapulte était donc proportionnelle à celle du ressort. Les Romains utilisaient des cordes tressées en tendons d'animaux car elles étaient très élastiques et restituaient un très fort pourcentage d'énergie accumulée. Chaque légion disposait d'une 60aine de pièces d'artillerie. La technologie conjuguée à la tactique a fait de l'armée romaine la première force combattante d'Europe pendant 500 ans et elle a influencé la stratégie militaire pendant les 15 siècles suivants. Nous vivons dans un monde où la technologie est omniprésente et elle doit beaucoup à la Rome antique. De nombreux édifices modernes reprennent des techniques perfectionnées par les architectes romains. Sans leur travail du béton, beaucoup de bâtiments célèbres n'auraient jamais vu le jour. Les Romains ont inventé la vie urbaine, construisant leurs villes selon des principes toujours en vigueur aujourd'hui. Ils avaient même résolu l'un des plus grands problèmes de toutes les mégalopoles, fournir de l'eau potable à tous en ayant l'idée des aqueducs pour son transport. Leur médecine était elle aussi très développée. Et ils ont imposé leurs lois dans tout l'Empire avec l'armée la plus moderne de son époque. L'Empire romain s'est éteint il y a plus de 1500 ans.
Mais une grande part de sa technologie sous-tend encore notre monde actuel.